Bonjour, bonjour à tous. Les spams, ça vous parle? Moi j'en ai quelques-uns. J'ai reçu des notifications Doctissimo pour venir chercher mon colis. J'ai eu une convocation Lycos pour dire qu'ils viennent me chercher. J'ai même aussi reçu un bon pour une loterie pour dire que j'avais gagné les dernières parts du marché. J'arrive même plus à retrouver mes propres mails. Ça devient horripilant. Ça devient tellement horripilant que je me suis dit, mais il y en a combien qui sont envoyés par jour? Il y en a combien? J'ai cherché un petit peu et a priori, 8 milliards de mails envoyés par jour, ne serait-ce qu'aux États-Unis. Ah, mais en même temps, c'est un gros pays, hein. En France, 7,5 milliards. Il y a un truc que je rate. Il y a un truc que je rate. On est moins nombreux qu'aux États-Unis. Il y a tellement de mails. Je pense qu'il y a une demande forte en spam. Je pense qu'il y a un marché de ouf. On peut se faire des millions avec le spam. Je crois que je vais me lancer aussi. Je vais me lancer aussi aujourd'hui avec vous. Moi, Adrien Ramojon, aujourd'hui, je vais apprendre à comment écrire des mails pourris de qualité, des pourriels ou des spams. Le but étant de pouvoir me faire des millions et devenir un hacker de Roxor. Là, là, je pense que j'ai un plan diabolique. Mon idée, c'est écrire un mail, au moins un petit mail, avec une breaking news. Là, comme ça, les gens ils cliquent dessus et ils seront super attirés par le mail. Et quand ils cliqueront sur le lien à l'intérieur de ce mail, ça va générer des pubs partout, dans tous les onglets, tellement de pubs que ça, ils vont même pas savoir dans quel onglet sort la musique. Et à la fin, je vais gagner plein de sous. Make profit. Plus sérieusement, il y a peut-être un moyen un peu plus facile de se faire des sous. Maintenant que j'entends dans le monde du hacking, que je suis dans le dark web, j'ai regardé un petit peu le marché et un numéro de sécurité sociale, 1 $. C'est pas mal. C'est facile à calculer. Avec quelques petites données, on peut avoir facilement des sous avec ça. Ou alors le Fools. Ouais, parce que maintenant je connais même le jargon du monde du dark web. Un nom, prénom, une adresse, un téléphone et plein d'autres choses à côté qui font votre identité, qui est assez publique aussi, mais qui, mise ensemble, juste avec un simple formulaire, peut générer jusqu'à 25 $. C'est pas mal. Après, on peut aller plus loin avec les documents officiels type carte bancaire, carte d'identité ou même RIB. Certaines personnes, on peut aller de 100 à 500 euros, 500 $, pardon, voire plus, voire plus, voire plus. Si on prend l'exemple du côté PayPal, dans le dark web, un compte PayPal, en fonction de la balance et des sous qu'il y a dessus, ça peut monter jusqu'à des valeurs comme 5 000 euros, voire 7 000 là-bas au fond. C'est génial. Là, il y a des sous à se faire. Alors, pareil pour les falls, en fonction de votre origine, c'est plus ou moins valué. Les falls d'Europe sont plutôt bien valués sur le marché. Donc, si je continue dans le marché, ici, je vais monter sur je vais commencer à rentrer dans le mode du hacking et aller sur Internet, voir comment on fait pour envoyer un mail. Alors, comme je suis débutant, je tape sur Google ou sur Brave et qui me répond? Wikio. Vous savez, le même site qui permet de détacher mon canapé et également faire pousser mes aubergines en été. Donc, a priori, je peux aussi envoyer des mails avec la petite boîte noire, là, terminal. C'est grâce à Telnet. Telnet, pour rappel, c'est un outil conversationnel. On pose une question à un serveur et il nous répond avec une réponse. On fait des interactions comme ça. Si je suis ce wiki à la lettre, hop, hop là, et je vais faire ça comme ça, et que je vais mon dossier spécial spam. J'écris un script parce que je suis jamais sûr de moi et des fois je fais des fautes et du coup c'est pas bien, il n'y a jamais de faute dans les mails donc hop send mail. Et donc pour montrer un peu à quoi ressemble le script, le but de ce script c'est de envoyer un contenu d'un fichier dans Telnet directement. Donc si j'envoie mon premier mail, non, c'est pas ça. Send mail. On va faire ça. Ouais, ce mail-là, il a l'air pas mal. Quand je l'envoie, comment ça marche une interaction avec un serveur SMTP? La première chose à faire, c'est de dire bonjour. Moi, je dis hello avec un seul L parce qu'on fait jamais de faute d'orthographe. Zenica.com. On dit qui va envoyer le mail. On dit qui va recevoir le mail. Et là, on a fini les ordres de manière générale. On va envoyer les données.
On répète un peu des headers parce que voilà, il faut quand même mettre une consistance au message. Et à la fin, on met le sujet et le contenu du mail et on finit une conversation par un point parce que c'est comme ça qu'on finit une conversation. Vous voyez que du côté du... juste au niveau du point, au même niveau que du point, c'est un peu bizarre mais c'est comme ça que c'est fait, le serveur nous a répondu que le message a été mis dans une file d'attente. Donc a priori, j'ai envoyé un mail. Ouais, on va voir ça. Alors, si j'ai envoyé un mail, bon, la structure, je vous la redétaille là. Vous avez les slides à la fin, comme ça, vous avez un petit peu un modèle de comment c'est structurer un mail. Un petit point sur le setup quand même. Là, je suis en local. Je me suis envoyé une mail sur une boîte locale. Mon but étant de voir si dans ma boîte mail, j'ai reçu une boîte mail, un email. C'est bien le même mail que j'ai envoyé. Je sais envoyer un mail. Donc j'ai une première étape. On va commencer petit parce que voilà. On va commencer petit parce que bah voilà, on n'est pas à l'abri des erreurs. Bon, on va pas aller très loin quand même avec un mail en local. Nous, notre but, c'est la prod. Alors pour aller en prod, j'ai essayé de pirater un compte d'un utilisateur utilisant SendGrid, un service SaaS qui permet d'envoyer des mails tout seul, il se charge de tout, écrire la commande telnet et tout ce qu'on a vu juste avant, enfin envoyer son client, il y a un serveur SMTP. Pour une petite information, cette fois-ci j'ai changé un petit peu les commandes, je vais utiliser Hello à la place de Hello, parce que Hello, ouais, toujours avec cette faute d'orthographe, va permettre de nous répondre avec les différents ordres qu'on va pouvoir faire. Et aussi, très important, je chiffre en TLS parce que j'ai capturé un compte d'un utilisateur. C'est pas pour me le faire piquer tout de suite. Alors, si je vous montre vite fait, hop, /TLS, hop, non, ./TLS SendGrid. Là, on voit, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai remplacé OpenSSL par le S-Client. Je n'ai pas envie de sortir du cadre et d'aller trop loin sur les slides. Donc ici vous voyez, c'est OpenSSL qu'on va utiliser à la place de Telnet. Mais finalement, c'est la même chose. Donc si on lance cette commande-là avec notre deuxième mail, voilà, parce que c'est un peu plus intéressant. J'envoie tout ce qui va bien, je m'authentifie. Vous voyez que le Hello répond avec plus de choses, les méthodes d'authentification, entre autres. Je m'authentifie avec mon mot de passe que j'ai crypté, je ne vais pas le mettre en vidéo quand même, ça serait bête. Et ensuite, je fais les mêmes opérations. J'envoie le même mail. Et il est queued. Et on va pouvoir voir où est-ce qu'il est arrivé. Ah oui, vous voyez, là je l'ai envoyé à une autre adresse. Une autre adresse, c'est une adresse un peu jetable, faite par l'API MySlurp. Je ne vais pas faire la pub tout de suite, il y a le lien à la fin de la conf sur qu'est-ce que c'est MySlurp. Mais grosso modo, ça me permet quoi? Ça me permet d'avoir des boîtes mail en ligne. Et en plus, je peux consulter celle-ci via API. Et c'est super pratique pour vos tests d'intégration si jamais vous en faites, pour bien spammer les gens. Si je regarde cette boîte mail en question, qui est ici, MySlurp, je vais pouvoir voir que effectivement, j'ai bien reçu un mail. Voilà. Dans ce mail-là, c'est exactement le même contenu. Tout va bien. Bon, il y a quand même un truc qui me dérange. Là, on voit d3000.com, c'est pas assez... c'est assez visible que c'est un spam. Personne, enfin, je sais pas qui c'est, cet AD3000.com, ça doit être une bonne personne. Mais en tout cas, je vais pas pouvoir je vais pas pouvoir être crédible avec ça. Donc, je vais essayer de changer le from. Alors, si j'essaie de changer le from, je prends un autre mail, voilà. Hop. Cette fois-ci, je vais mettre un nom qui impose un petit peu plus. Voilà, les gens ils vont avoir peur, ils vont être obligés de cliquer dessus. Et donc du coup, ça va peut-être... Ah. Non, ça marche pas. Alors, il parle de Verified Sender Identity. Bon, a priori, SendGrid fait bien son job. Ouais, il fait la police jusqu'au bout en plus de ça, donc il voit que je suis pas... j'ai réussi à prendre le nom de domaine AD3000, mais c'est pas pour autant que je pourrais envoyer avec n'importe quel domaine. Donc, je suis refusé à l'entrée. On va peut-être pas utiliser SendGrid.
On va utiliser autre chose. On va utiliser mon propre serveur. Qui sera donc un serveur postfix. Postfix, c'est quoi? C'est un serveur qui fait des protocoles SMTP, qui envoie des mails à qui vous voulez. Il y a deux choses à paramétrer pour bien envoyer des mails. La première chose très importante, c'est le Allowed Sender Domain. Donc là, j'ai mis sur la D3 millions, on va rester simple pour l'instant. Et ensuite, là, le 00000 à la fin, c'est pour dire à quelle adresse je peux envoyer des emails, adresse IP. Et là, je dis, je peux envoyer des emails à tout le monde. Parce que là, le but, c'est la conquête du monde. Donc, pour faire ça, hop, donc c'est bien mon serveur postfix. Je ne fais pas de tricherie, je vous montre quand même postfix.sh. Je vous montre quand même que c'est quand même un serveur qui est déployé sur le port 2585 en local. Et je vais pouvoir envoyer postfix.sh. On va passer à un autre mail quand même. Voilà, à force de... On va bien réussir à faire quelque chose. Donc là, je mets hello, toujours pareil, je mets ce que je veux. Il n'y a pas vraiment d'importance, c'est juste pour dire bonjour, c'est la politesse. Et du coup, en théorie, avec tout ça, je devrais recevoir un mail. Je devrais recevoir un mail avec mon propre serveur, je vais pouvoir enfin avoir plein de sous et acheter ma PS5. Si je regarde bien, c'est bien ce mail-là. On a bien un nouveau mail, c'est parfait. On a bien un nouveau mail, mais comment dire, je vais faire un truc intéressant. Je vais utiliser ma super commande magique que je ne vais pas vous expliquer là parce que c'est un peu compliqué. C'est un script Python qui va récupérer le dernier mail via IMAP. Donc j'ai bien récupéré le mail depuis la boîte mail Slurp vers mon PC avec le protocole IMAP. Il y a une API, c'est un script de Python tout bête qui fait ça. Et là, c'est le dernier mail en question que j'ai reçu. Donc, il y a un outil sur Internet qui s'appelle il y a un outil qui s'appelle MX Toolbox qui permet de vérifier si ma structure de mail est correcte et ne va pas se rediriger comme par magie dans la boîte à spam. Donc, j'utilise cet outil. Il doit y en exister des similaires qui sont en local pour éviter d'envoyer vos données à un serveur tiers. Mais moi, j'utilise celui-ci parce qu'il est assez visuel. Donc, si j'analyse le mail, il y a du rouge quand même. Il y a du rouge. Ouais, je suis pas encore un gagnant. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a un truc qui s'appelle, si on regarde bien, on nous parle de, effectivement, désolé, de SPF en rouge. Il y en a un qui est en vert, mais il y en a un autre en rouge. A priori, je suis pas authentifié. Qu'est-ce que c'est que le SPF? Si on lit la doc, c'est un Sender Policy Framework. Si je lis la doc, ils disent que a priori les serveurs de réception vont pouvoir checker l'IP source qui a envoyé le mail et ils vont le comparer à une entrée DNS du serveur du nom de domaine qui a envoyé le mail. Et si l'IP est déclaré dans le nom de domaine, je pourrais considérer ce mail comme un spam ou non. Alors, si on regarde bien effectivement l'AD3000.com DNS text record, c'est un text record. On a une entrée SPF, je vais la montrer en brut quand même, c'est un peu plus parlant pour nous pirates. Dans l'idée, cette entrée-là, elle permet de dire, bon ben voilà, le protocole SPF, enfin l'application du SPF est autorisée, enfin l'envoi de mail est autorisé pour ces IP-là, et SendGrid. Bon, c'est pour ça que SendGrid ça marchait. En mode un peu plus joli, fait par ce site qui s'appelle NSLookup.io. On dit ça passe si c'est cette IP, si c'est cette IP, si c'est cette IP, et ou si c'est une des IP de SendGrid. Sinon, on fail. Alors, dans ces IP, mais oui, mais je suis connecté avec mon téléphone. Forcément. Alors que là, l'IP là, je la connais, c'est l'IP de la Devox. Alors, si je me connecte sur le serveur de la Devox, le Wi-Fi de la Devox, comment ça marche? Ça a bien marché. Hop, 1, 2, 3. On renvoie le mail. Le même, on va pas se prendre la tête.
pour information, si jamais il y a des SPF qui sont mal enregistrés, des fois on peut avoir des failles énormes, notamment que tout le monde puisse envoyer des mails avec notre nom de domaine. C'est une belle protection, comme ça on assure qu'il n'y en a que quelques IP qui sont autorisés à faire ça. Il y a un serveur, similaire à SendGrid, qui s'appelle MailChannel, qui a fait une grosse faille de sécurité là-dessus. Je pourrais en parler si jamais j'ai le temps, je suis pas sûr d'avoir le temps, mais c'était rigolo. Et pas moins pour les utilisateurs. Donc, si je vais regarder, hop, dans mon mail ici, hop, le dernier mail reçu. Le dernier mail reçu, je vérifie juste que mon script a bien tourné. Le dernier mail reçu est celui-ci. Non, je suis encore en mobile. Hop, s'il te plaît, allez, rafraîchis. Hop, on va faire ça. Allez, s'il te plaît. Bon, je vais le prendre du côté, je ne vais pas le prendre là parce que je vais le prendre plutôt ici. Si je regarde dans les mails envoyés ici, je prends le dernier, je prends l'Eurohash, je l'ai mis sur le terminal parce que c'est beaucoup plus lisible. Mais là, ça sera tout aussi bien. Et là, hop, je réanalyse tout ça, s'il te plaît. Hop, merci. Et là, on a passé le SPF. Ouh, on a passé le... Merci. Bon, par contre, il y a quand même ce DKIM qui est toujours là. Qu'est-ce que c'est que ce DKIM? Alors, si on regarde aussi encore la doc, a priori, chacun des mails sont signés, peuvent être signés par une signature qui est du côté, par une clé qui est du côté serveur d'envoi de mail, dont la clé publique serait enregistrée côté DNS encore. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que cette clé publique encore? Si je vais regarder du côté, ah, tiens, une clé DKIM Devox. Ah, ah. Il y a moyen de faire un truc avec ça. Donc cette clé DKIM Devox, hop, je vais faire pip pap pouf. C'est une clé publique. À mon avis, si je suis assez malin, je peux faire un reverse et retrouver la clé privée originale. Ça tombe bien, j'ai un serveur postfix, comme par magie, qui est configuré avec cette clé privée. Alors, la seule chose que j'ai fait sur ce serveur-là, c'est de lui dire, bon bah voilà, on utilise la clé privée qui match avec cette clé publique. On envoie le mail. Et on attend parce que c'est pas facile d'interagir avec la boîte noire là. Une question et une réponse, c'est très long. Mais hop, 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 hop. J'ai perdu mes notes. J'en profite très vite fait pour récupérer mes notes. 1, 2, 3, disconnect. Voilà. Et on va regarder mes petits mails. Donc là, si je reviens ici, c'est pas bon. Le script ne marche plus, c'est pas grave. On va les récupérer côté MailSlurp directement. Bravo, ouais, super, bravo. Qu'est-ce que j'ai gagné? Oh, regardez, un mail avec une signature d'Ekim. C'est génial ça, ça a l'air de marcher. Alors, est-ce que cette signature d'Ekim est la bonne? Hop, je fais ça. Est-ce que je peux copier comme ça? Ouais. Et ça va marcher. Si on reprend notre en-tête ici. 1, 2, 3. Ouh! Ah. Vous croyez que c'est fini? Vous croyez que là je peux envoyer tout ce que je veux? Ah non. Ah non, ça serait beaucoup trop simple. Et après, hop, et après. Les boîtes, les emails arrivent bien chez les utilisateurs, mais il y a des utilisateurs comme Spam Assassin qui viennent contrôler le contenu des mails. Il y a RD, Spam, Proxmox, Mail Proxy et plein d'autres qui existent qui font l'analyse de mails aussi. Vous connaissez vos boîtes mail Outlook, Gmail qui ont un filtrage intégré. C'est pas facile, c'est pas facile. Faut passer tout ça et il faut avoir un contenu, on en parlera juste après. Mais surtout, le plus important, c'est d'avoir les fesses propres. Le principe d'avoir les fesses propres, c'est qu'on a un nom de domaine. On a réussi à capturer un nom de domaine. Ce nom de domaine est authentifié, enfin, est visible de la part des 50 différents organismes qui régissent le monde du mail. 50, c'est beaucoup. Chacun de ces organismes vont avoir plus ou moins, enfin, vont identifier si les précédents mails envoyés par ce nom de domaine sont des spams ou non. Ouais, ça met beaucoup de temps à charger, mais on va pas le charger tout entier parce que c'est très long, voilà.
Et dans l'absolu, pourquoi il y en a 50? Déjà parce qu'ils se complètent. Si on regarde un petit peu un graphe de précision, vous voyez qu'ils n'ont pas une précision sur qu'est-ce qui est un nom de domaine blocklist pardon, à bloquer ou pas. Bah, ils n'ont pas une précision toute équivalente. Donc, en ayant un panel comme ça grand de différents organismes, on peut au moins avoir déjà une complétion et de deux, une parité. Parce que oui, moi, mon but derrière, c'est d'envoyer des mails. Donc moi, et c'est le cas, dès que mon nom de domaine est listé, hop, adi3000.com, dès que mon nom de domaine est listé, comme c'est le cas ici, là, sur un organisme, qu'est-ce que je dois faire? C'est suite à mes tests que j'ai fait pour préparer cette démo. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller le contacter, je leur dis oui, excusez-moi, je suis une personne honnête, je veux juste me faire des millions en envoyant des spams à tout le monde. Si l'organisme répond ok, c'est bon, on vous met sur la whitelist, c'est bizarre. Si jamais vous trouvez d'autres arguments et qu'enfin il valide la procédure de vous mettre sur une whitelist, tant mieux, vous pouvez continuer. Alors imaginez, vous devez faire ça avec 50 organismes. C'est pour ça que dès que vous avez un nom de domaine qui peut envoyer des mails, vaut mieux le protéger parce que c'est très 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 dur et très très loin à faire. Vous voyez toute cette liste? Elle est grande. Hein. Voilà. Et donc, c'est par... Je me suis perdu. C'est pas grave, je connais mes slides par cœur. Je vais faire 100. Hop. Non, j'ai raté. Hop. Hop. Et je vais reprendre ici. Donc, mode présentateur 2, je sais. Je vais reprendre très vite. Hop. Et hop. Désolé pour ce petit contretemps. Ah, il est perdu. Donc, si je reprends à mon point où j'en étais, les organismes, c'est bon. Oui, les organismes, c'est bon. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention par rapport à votre réputation et votre nom de domaine. Hop. Derrière ça, une fois que vous avez graissé la patte des 50 organismes, faut passer par les utilitaires qui permettent de scanner le contenu email. Les utilitaires qui permettent de scanner le contenu email, ils vont rescanner les SPF parce que voilà, passer une fois c'est pas bien, il faut le passer une deuxième fois, notamment sur les headers. Faut avoir aussi des headers spécifiques au RFC mail qui s'évoluent chaque jour et qui sont mis en consortium avec tous les organismes qui vont analyser ce que c'est qu'un vrai mail de qualité, pourri ou pas. Et donc le message ID, le reply to, le delivery to et le date sont des headers obligatoires. Le reply to sert entre autres à savoir à qui on peut répondre quand on nous envoie un mail. Et le message ID est un identifiant unique. Bon, je ne vais pas tous les faire, je vous laisse lire la RFC si jamais vous avez envie. Et la passion. La patience. Le contenu des mails dans les utilitaires comme ça va aussi être scanné au point de vue des noms de domaine, des liens utilisés. Si jamais vous avez un nom de domaine un peu frauduleux, vous serez identifié en tant que spam parce que voilà, on ne va pas rediriger vers des mauvais sites. Et également, on peut avoir des règles personnelles qu'on peut ajouter généralement du type je ne veux plus de mails qui concernent les ventes de poires ou les convocations LICOS. Et l'argument, enfin l'outil le plus essentiel dans ces utilitaires, c'est l'algorithme bayésien entraîné sur le contenu. Ouais, quand dit comme ça, on voit pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Et comment c'est surtout l'algorithme bayésien, il se base sur un truc. On identifie un mail comme un spam parce que vous n'avez pas les bons headers, parce que vous n'avez pas les bons SPF ou quoi que ce soit. Tout le contenu, c'est du spam. Donc tous les mots vont être extraits, enfin tout le contenu va être extrait en token et vont être mis dans une base d'apprentissage sur le côté. Alors c'est très malin, mais comment je vais faire pour le bypasser ce genre de truc là? Déjà, c'est des préjugés. Forcément, c'est pas parce que je parle forcément de nouvelles voitures à gagner que je vais être un spam. Si. Et du coup, comment on peut le contourner? Généralement, juste avec des petites modifications.
Je ne sais pas si vous connaissez la table de caractères étendue, mais c'est généralement ce qu'on se trouve dans les spams. Et c'est très facile à implémenter. Tous ces chaînes de caractères-là sont des chaînes de caractères qui sont valides sur chacune des tables de caractères, quelle que soit la police utilisée. Et si je vous montre encore mieux, hop, là sur mon terminal, je peux afficher les mêmes phrases. Ça marche aussi. Donc il suffit de subtilement changer un petit peu les caractères pour changer l'identifiant du token et hop, on crée un nouveau token, on perturbe l'algorithme bayésien et on Bayes passe l'algorithme de Bayes. Si vous voulez un petit exemple, voilà comment Spam Assassin s'en sort là-dessus. Là, ce sont mes mails perso. Non, ce sont mes mails de spam. Vous voyez, à chaque fois que... je pourrais forcément ce qui n'est pas bon. À chaque fois que j'ai un mail qui est considéré comme un spam, à la place, Spam Assassin me remplace le contenu du spam, le contenu du courrier, par un rapport. Et chacune des lignes est une ligne où il identifie qu'il y a un problème. Par exemple, ici, l'algorithme de Bayes, j'ai pas l'accent pour ce mot, l'algorithme de Bayes permet à ajouter 0,8 points parce qu'on a 50% du contenu qui a déjà été identifié comme du contenu à spam. Alors vous voyez, il y a plein d'autres règles qui sont implémentées par défaut dans Spam Assassin. Notamment voilà celui-ci qui dit ce DNS est bloqué, voilà Spam Host, pardon, j'ai cliqué un peu trop vite, Spam Host qui est un des organismes. Donc voilà, c'est comme ça que marche Spam Assassin. Allez, dernier petit point, j'ai pile poil le temps, j'ai un peu débordé. Dernier petit point, il faut savoir que SPF et d'équipe en tant que telles sont des conditions qui répondent true ou false. Si on veut les appliquer du côté d'un serveur de réception correctement, on veut dire ce qu'on doit faire des mails dans un serveur de réception, on ajoute une entrée des marques. L'entrée des marques, qu'est-ce que c'est? C'est une entrée DNS aussi. Est-ce que je vais pouvoir la montrer très vite? Allez, hop là. Elle est là. Elle ressemble à ça. Elle dit, voilà, si jamais j'ai une, c'est une condition que sur laquelle vous pourrez vous documenter, mais grosso modo, les conditions sont ici, où je laisse passer rien du tout. Quelles que soient les polices appliquées. Et si jamais elle répond oui ou non, en fait, ce qui va être bien avec l'entrée des marques, c'est que vous avez vu, et c'est ça que je voulais vous montrer, à chaque fois qu'un mail est considéré comme spam en utilisant notre nom de domaine, on peut envoyer un mail à nous-mêmes avec un rapport listant toutes les tentatives échouées. Et ça, c'est pratique. La documentation, pareil, est dans un lien à la fin du wiki. Je passe très très vite là-dessus, juste pour passer à une conclusion. Donc, grosso modo, il nous fallait passer la barrière du SPF, du DKIM. Il faut aussi qu'on puisse contourner un petit peu les règles de Spam Assassin. Alors, une autre astuce, si jamais vous voulez passer les règles de Spam Assassin, essayez un peu de base 64, mais pas trop, parce que Spam Assassin identifie quand vous utilisez trop de base 64 pour faire des images qui ressemblent à du texte. Mais en tout cas, changer de sujet régulièrement, et ça permettra de générer plein de tokens et surcharger la base de données de l'utilisateur. Ma base de données d'algorithme est très 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 grosse. Elle pèse au moins 500 MO juste pour mes mails à moi. Et je gère ceux de toute la famille. Et surtout, très important, encore une fois, ayez les fesses propres. Voilà. Vous avez compris, tout ça, c'est parodique, bien sûr. Je vous déconseille d'être un hacker. Sachez que pour les peines d'emprisonnement, les peines recourues pour le hacking, et là, je vais devoir afficher mes notes parce que je ne les connais pas par cœur. Hop, je ne les connais pas par cœur. Désolé, je n'arrive pas à les afficher. Ah si, elles sont là. C'est escroquerie 375 000 $, sorry. Pour usurpation d'identité, c'est 6 000 €. Et pour collecte de données personnelles par un moyen détourné, 300 000 €. Donc voilà. Moi, en ce qui me concerne, est-ce que ça vaut le coup? Bah, je suis là ce soir, je suis content. Merci. Merci de votre accueil, merci d'être nombreux. Et ça a marché.
L'anecdote, oui, elle est dans... Non, l'anecdote, si j'ai le temps, grosso modo, chez MailChannel, ce qui s'est passé, c'est que les messieurs chez MailChannel ont permis d'avoir une API Cloudflare pour envoyer des mails. Sauf que ils n'ont pas été malins, ils ont mis toutes les IP de Cloudflare comme entrée dans l'SPF. Ce qui fait que si vous avez un compte chez MailChannel, que vous utilisez l'API, vous pouvez envoyer un mail, certes de votre compte, mais d'un compte de toutes les machines qui utiliseraient Cloudflare. Et donc, ce qui veut dire que si jamais vous avez un compte chez MailChannel, vous pouvez utiliser tous les noms de domaine des souscriptions à MailChannel. Notamment à cette époque-là, et c'est clôturé maintenant, c'était en janvier de l'année dernière, il y a tout un talk de BitBleeder là-dessus, le lien aussi dans tout ça, dans BitBleeder, qui dit comment il a essayé d'insister auprès de MailChannel pour leur dire de corriger ce problème-là et pour trouver une solution. Grosso modo, même boston.co.uk était hackable avec l'API qu'avait mis à disposition BitBleeder. Donc faites attention à ce que vous faites, à la map réseau que vous mettez sur votre SPF, parce que ça peut devenir très dangereux.